Alors, bonjour, mon nom est Jean-Philippe Perrault, je suis professeur en sciences des religions à l'Université Laval et je suis directeur des programmes de sciences des religions, des programmes de premier, deuxième et troisième cycle. Mais bienvenue à cette rencontre qui porte sur les programmes de cycle supérieur, donc de deuxième et de troisième cycle. Donc, une demi-heure ensemble pour échanger, répondre à vos questions, vous présenter les programmes. Donc, très heureux de vous retrouver. Vous qui allez vous joindre à nous dans les prochaines minutes, qui êtes déjà là, ou qui nous écoutez aussi en rediffusion, si on peut dire, puisque l'enregistrement sera rendu disponible pour répondre à vos questions. Avant d'aller plus loin, je vous présente deux étudiantes au cycle supérieur de la faculté. Je vais d'ailleurs les laisser se présenter un peu plus longuement, peut-être nous présenter en quelques mots d'emblée. Entrons dans le vif du sujet, leur projet de recherche, leur sujet de recherche. Donc, bonjour, Heidi Vaillancourt-Fournier. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, bonjour, mais merci à vous. Merci d'être présent ou de nous écouter en rediffusion. Moi, je suis étudiante à la maîtrise en sciences des religions. Mon intérêt de recherche, globalement, donc c'est l'islam, mais je m'intéresse particulièrement, en fait, à deux volets qui peuvent sembler contradictoires, mais que j'ai réussi à jumeler. Donc, j'intéresse beaucoup à l'histoire, tout ce qui est des textes et comment ça a évolué dans le temps. Et justement, aussi, je m'intéresse beaucoup à la religion vécue au quotidien. Donc, l'évolution. Qui m'intéresse, mon sujet de recherche, en fait, c'est la prière quotidienne chez les musulmans de la ville de Québec. Donc, lorsqu'ils sont seuls de leur côté, comment est-ce qu'ils font la prière? Qu'est-ce qu'ils récitent? Comment ça se passe de leur côté? Et je viens en fait venir faire un lien avec la tradition. Donc, qu'est-ce qui est recommandé par la tradition, donc la sunna musulmane, en parallèle avec qu'est-ce que les gens font au quotidien lorsqu'ils sont seuls. Donc, est-ce qu'ils respectent la sunna? Est-ce qu'ils s'en inspirent? Est-ce qu'ils improvisent complètement? C'est un petit peu ce sur quoi j'enquête là, présentement. Très bien, merci beaucoup. Donc, dans le cadre d'une maîtrise en sciences des religions. Et puis, Daphné Dion-Carrier. Bonjour, Daphné. Alors, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrault, Heidi aussi qui est avec nous et les gens qui sont avec nous aujourd'hui et en différé. Je suis donc étudiante au doctorat en sciences des religions. Mon projet doctoral, en fait, c'est une étude comparée des pratiques menstruelles des femmes de tradition hindoue et juive contemporaine. Donc, en fait, l'objectif, c'est surtout d'approfondir la compréhension des relations entre les femmes, les religions et les pratiques menstruelles. Et pour ce faire, donc, j'adopte une approche comparatiste, donc indo-juive, et mes méthodologies privilégiées, donc, sont l'ethnographie en contexte indien, donc à Varanasi, et potentiellement israélien, donc à Jérusalem. Et donc, j'engage une réflexion critique sur les sciences religieuses, voire avec les études féministes, en plus donc d'une une visée documentaire inédite. Donc, c'est un projet qui se veut engendrer des données, aussi des analyses critiques sur les méthodes et théories pour la recherche sur les femmes et les religions, qui est une espèce de grand sous-thème sous la direction d'une de nos professeurs à la faculté, donc Florence Pache-Guignard. Merci beaucoup, Daphné. Sans plus tarder, je vais vous partager l'écran pour vous présenter là, le plan de notre rencontre, puisque, attendez, voilà. Là, si je le mets en mode présentation, ça va peut-être donc, ce que nous vous proposons pour les prochaines minutes, c'est assez simple en fait. D'abord, un temps de présentation des programmes. On vient de présenter les principales intervenantes et intervenants. Un temps de présentation des programmes. J'essayais d'y aller assez rondement, donc en 5-10 minutes, faire le tour des programmes de deuxième cycle et surtout une période de questions en direct où vous pouvez poser vos questions soit à la direction de programme, ou soit aussi aux étudiantes qui sont avec nous sur la vie universitaire, sur les défis de la recherche, sur ce qui se passe vraiment ici en faculté, sur les grandeurs et les grands plaisirs de se lancer dans un projet de recherche à la maîtrise ou au doctorat. Donc, pour ce qui est de la présentation, ça vous va comme ça? Pour ce qui est de la présentation des programmes, euh, nous avons donc, petit problème de, voilà.
Nous avons différents programmes de deuxième cycle en sciences des religions. En fait, un programme d'études supérieures spécialisées qui est l'équivalent d'un certificat, 30 crédits, mais de cycle supérieur, qui est orienté sur les religions en modernité. Donc, ce n'est pas tant les traditions religieuses pour elles-mêmes, ce qu'on fait davantage dans des programmes de premier cycle ici à la faculté, à travers le baccalauréat puis le certificat, mais comment donc, dans ce diplôme d'études spécialisées, les religions s'adaptent à la modernité, se transforment, et donc il y a différents cours, des cours thématiques, mais des cours portant également sur les traditions religieuses qui ont en commun d'aborder l'islam, le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme dans son rapport à la société actuelle, à la période contemporaine. Donc, voilà un 30 crédits de cycle supérieur. Ensuite, on a 2 maîtrises à la faculté. Une maîtrise que l'on dit professionnelle. L'ancien terme était une maîtrise avec essai plutôt qu'avec mémoire. Et donc, la maîtrise professionnelle, sa particularité, c'est d'avoir davantage de cours que la maîtrise recherche. Vous voyez, il y a des cours obligatoires, il y a une liste de cours au choix, donc 24 crédits à faire parmi les cours suivants. Il y a plusieurs cours, mais vous devez en choisir l'équivalent de 24 crédits. Et donc, la particularité de cette maîtrise professionnelle, davantage de scolarité, si on peut dire, davantage de cours, et la rédaction d'un mémoire, 9 crédits, ou d'un essai, pardon, excusez-moi, 9 crédits, qui est un travail d'une cinquantaine, soixantaine de pages sous la supervision d'un professeur de la faculté. Voilà pour la maîtrise dite professionnelle, possibilité de faire des stages également à l'intérieur de cette maîtrise et possibilité aussi pour les 2 maîtrises, je reviendrai à l'instant, mais de faire le profil international. La seconde maîtrise, qui est la maîtrise avec mémoire ou la maîtrise recherche, est une maîtrise donc qui prévoit un projet de recherche. Heidi est dans une maîtrise recherche, donc un certain nombre de cours obligatoires, 4 cours, pardon, parmi des cours au choix qu'on choisit d'ordinaire liés à son projet ou à ses intérêts, et la production d'un mémoire, ce qu'on appelle des activités de recherche. Donc, production d'un mémoire, 125 pages environ. Je donne les nombres de pages, ce n'est pas toujours précis, ça dépend des projets, mais ça vous donne une idée. Et qui a la particularité d'être un projet de recherche. Un mémoire, c'est la preuve. L'étudiant doit faire la preuve qui est apte à faire de la recherche. Donc, certains sont avec des études empiriques, avec des entretiens, de l'observation sur le terrain. D'autres sont des mémoires davantage théoriques à partir de la littérature existante, répondre à des questions. Et chaque mémoire, bien sûr, adopte une approche particulière puisque les sciences des religions ont cette particularité d'être un champ disciplinaire qui combine différentes approches, des approches sociologiques, historiques, anthropologiques, psychologiques. Et donc, selon vos intérêts, vous choisissez une de ces approches qui est souvent liée aussi avec le choix de la direction de recherche, donc du directeur ou de la directrice de recherche, qui s'inscrit lui-même ou elle-même dans une approche particulière. Alors, voilà pour la maîtrise. Et au doctorat, donc, on a un doctorat en sciences des religions, qui est un programme conjoint de doctorat, c'est-à-dire qui est offert également à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université Concordia, mais qui est un doctorat de l'Université Laval. Donc, c'est un diplôme de l'Université Laval, mais il y a des activités conjointes, dont 2 séminaires avec les étudiants de l'UQAM et de Concordia. C'est un programme dont la particularité est d'avoir beaucoup d'encadrement au niveau de la scolarité, donc plusieurs cours obligatoires. La très grande majorité sont sous forme individualisée, donc examen de doctorat 1, 2, des lectures dirigées, problématiques de la thèse, et d'avoir donc 2 cours au choix. Et là, c'est vraiment en fonction des intérêts de recherche qui sont ceux des étudiantes et des étudiants. Et donc, d'ordinaire, on prévoit 4 ans pour faire un doctorat. Ça prend plus, rarement moins, mais ça prend souvent plus. Et donc, on choisit un sujet de recherche, bien entendu, et on se fait accompagner selon l'expertise des professeurs ici à la faculté. Alors voilà pour nos 3 grands programmes, si on peut dire, si on considère qu'il y a une seule maîtrise ici à la faculté de 2e et de 3e cycle. Avant de terminer la présentation puis de passer vraiment au temps de questions, peut-être souligner qu'il y a également un
du soutien financier à la réussite, donc à la faculté, selon les étapes dans chacun des programmes, à la fois pour les maîtrises et pour le doctorat. Si un étudiant ou une étudiante réalise les différentes étapes selon le calendrier prévu, hein, donc à la deuxième, troisième session, là, en suivant le rythme du calendrier, ben, il y a possibilité d'obtenir des bourses pour un total, au doctorat, c'est de 17 000 au total, si ma mémoire est bonne, et à la maîtrise, c'est de 7 000 et donc, ça paye gros, pas l'essentiel des frais de scolarité, parce que les frais afférents ont augmenté depuis quelques années, mais quand même une partie des frais de scolarité pour peu que l'on suive à peu près le calendrier prévu. Ce pas des bourses d'excellence. Cela dit, il y a aussi des bourses d'excellence. Il y en a une série à l'interne de la faculté. Il y en a également dans les grands organismes subventionnaires. Et c'est possible donc de faire une demande de bourse. Il faut s'y prendre le plus tôt possible, puisque dans les grands organismes subventionnaires au Québec, donc CRSH pour le fédéral canadien et le Fonds de recherche du Québec pour le volet provincial. Les demandes de bourse sont à l'automne. Mais voilà, simplement évoqué à cette étape-ci, qu'il y a possibilité de soutien financier. Dernier élément, avant de vous laisser la parole, de répondre à vos questions et de solliciter Heidi et Daphné pour qu'elles nous racontent leur expérience. Dernier élément, ben, faire une maîtrise ou un doctorat ou un DESS, c'est aussi participer à la vie d'une communauté. Donc, à la faculté, il y a une communauté de recherche. Alors, les programmes de sciences des religions, vous le savez sans doute, ce n'est pas des programmes avec de très grosses cohortes, bien entendu, surtout pas au cycle supérieur, mais ça, c'est commun à la majorité des disciplines. Hein, au cycle supérieur, c'est jamais de très grandes cohortes. Mais il y a une vie facultaire intéressante, il y a une vie des sciences des religions intéressante, il y a la possibilité d'être impliqué dans différents projets de recherche, de devenir assistante ou assistant de recherche. Il y a toute une série de séminaires, de conférences et naturellement, la faculté s'inscrit dans une grande université au sens où l'Université Laval est une université complète hein, qui couvre à peu près tous les champs disciplinaires. Et donc, c'est aussi la possibilité d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire de bénéficier de l'expertise de d'autres professeurs, d'assister à des conférences sur toutes sortes de sujets, d'avoir une bibliothèque de grande qualité. On a probablement, dans le domaine de l'étude du religieux, une des meilleures bibliothèques francophones de ce côté-ci de l'Atlantique. Et même de l'autre côté, on a des collègues français qui viennent passer du temps à la bibliothèque. Donc, de bénéficier aussi du dynamisme de l'Université Laval de manière générale, puisque la faculté est bien intégrée, bien insérée, puisque tous les professeurs, ou à peu près, particulièrement en sciences des religions, hein, ont des projets de recherche interdisciplinaires avec des collègues en anthropologie, en sociologie, en histoire, un peu partout sur le campus. Alors voilà, j'ai assez parlé, je me tais et les dernières minutes qui il nous reste une quinzaine de minutes, ce sera pour répondre à vos questions. Moi, j'ai quelques questions pour Daphné et Heidi, mais je les garde, je vous laisse plutôt la parole. Est-ce que vous avez des questions sur les études, sur les programmes, sur la vie à la faculté auxquelles nous pourrions répondre? Soit vous levez tout simplement la main, ouvrez votre micro, vous posez votre question, vous êtes les bienvenus, ou sinon vous les écrivez aussi là, dans la conversation, dans le chat. On pourra également les reprendre. Alors, la parole est à vous. Ben, je vais me permettre d'en lancer une à Daphné, à Heidi, puis ensuite, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire encore une fois ou à prendre la parole. Quelle serait, selon vous, la particularité de faire des études supérieures à l'Université Laval? Qu'est-ce qui est original à l'Université Laval et qu'on retrouve peut-être moins ailleurs, ou à tout le moins, qu'est-ce qui a été important dans votre parcours? Je peux peut-être me lancer, puis je te cède la parole tout après, Daphné. Ben, c'est sûr que moi, de mon côté, je ne vais pas mentir, j'ai fait un bac, un certificat à Laval, j'ai une passion pour l'Université Laval, mais j'étudie aussi dans une autre université en parallèle. Je dirais qu'une des choses qui distingue l'Université Laval, son environnement numérique est, je ne mentirais pas, merveilleux. Le portail est très bien fait. Les professeurs l'utilisent à merveille, que ce soit au bac, à la maîtrise, dans les cours de groupe. Pour ce qui est de s'inscrire, de faire des études au cycle supérieur, de mon côté, ce que j'apprécie énormément, c'est l'idée de participer à la recherche. Lorsqu'on est au premier cycle, donc là, je ne sais pas les participants à quel cycle vous vous situez présentement, quand on est au premier cycle, on absorbe énormément d'informations. On est vraiment là en tant que
qu'observateur en tant qu'apprenti, au cycle supérieur, que ce soit au deuxième ou au troisième cycle, on le voyait avec Daphné tout à l'heure qui parlait de venir construire une méthodologie, de venir fournir des résultats, on vient nourrir l'esprit scientifique. On n'est pas uniquement en train d'observer comment la connaissance se construit, on participe vraiment, on vient essayer de trouver des ombres où il n'y a pas de connaissance, on vient essayer de trouver un angle d'approche qui n'est pas documenté probablement dans la recherche scientifique. Donc, c'est sûr que ça demande beaucoup de lecture, beaucoup d'observation, de savoir qu'est-ce qui est connu ou pas pour venir attaquer un sujet qui est comme un sujet, un angle d'approche qui est moins observé présentement. Puis à l'Université Laval, on a des professeurs, moi, que du côté de l'islam avec Mme Cardinal, puis Daphné avec Mme Pache-Guignard, donc qui sont spécialisés, qui peuvent nous aider à trouver cet angle d'approche-là, qui vont nous accompagner tout au long de notre recherche, nous donner des pistes. On a des outils, donc M. Perrault parlait de la bibliothèque, mais on a un bibliothécaire qui est là pour nous accompagner, pour nous aider à faire que ce soit des commandes de livres particuliers dans d'autres universités, puisqu'on a accès à faire ça également. On a accès à une multitude de documents en ligne ou dans d'autres universités pour venir vraiment nous aider à nous insérer dans la recherche puis à venir créer, je ne vais pas dire créer des connaissances, mais parce que les connaissances, on ne les crée pas, mais à venir documenter des connaissances puis à venir vraiment participer à la vie scientifique. Puis aussi, peut-être parce qu'on est une petite faculté, on a la chance de venir participer aussi. Il n'y a pas une compétition il y a seulement 2 étudiants qui peuvent parler, là. Tout le monde peut venir s'exprimer, que ce soit dans des conférences, il y a vraiment de la place. Puis on peut participer à des conférences aussi internationales, on peut s'inscrire sans problème. Puis on a vraiment un soutien justement par le fait qu'on est peut-être plus une petite faculté, mais c'est au contraire un avantage parce que justement, il y a la place pour les étudiants pour soit nous céder la parole, je parlais du bibliothécaire tout à l'heure, si vous avez une demande de livre particulier à acheter, vous pouvez le faire aussi. Il y a vraiment un accès qu'on ne pourrait pas nécessairement avoir ailleurs, qu'on peut avoir à l'Université Laval, que ce soit un accompagnement ou un accompagnement financier aussi, comme M. Perrault en parlait. Donc, vraiment, l'Université Laval offre beaucoup, beaucoup d'avantages, que ce soit sur l'environnement numérique, que ce soit sur la participation à la recherche, financier ou par accompagnement aussi des professeurs qui sont très, très présents aussi. Puisque vous pouvez aller cogner à la porte d'un professeur qui n'est pas votre directeur de recherche si vous voulez discuter aussi, échanger des idées. Il y a vraiment une ouverture qui est là, puis une disponibilité qui est là aussi de la part des enseignants qui souvent ne disent pas qu'ils sont enseignants, souvent qu'ils disent même qu'ils font eux-mêmes toujours de la recherche, qui se considèrent souvent comme encore des étudiants. Donc vraiment, il y a une activité intellectuelle qui est très allumée à l'Université Laval et qui demeure justement, qui permet aux étudiants d'approfondir toujours plus. Merci beaucoup, Heidi. Avant de laisser la parole à Daphné, je veux simplement insister. Effectivement, les étudiants sont au cœur de la recherche qu'on fait à l'université de manière générale, hein, plus qu'on le pense. Parce qu'effectivement, les professeurs, ça fait partie de notre tâche professorale. On fait de l'administration, de l'enseignement et de la recherche. Ça devrait être dans l'ordre inverse, d'ailleurs. En tout cas, l'enseignement en premier, l'administration en dernier. Mais, mais les étudiants sont vraiment au cœur parce que la recherche que vous faites dans le cadre de votre maîtrise ou de votre doctorat, c'est de la recherche et donc ça fait avancer les connaissances. Et aussi parce que plusieurs, vous participez à des projets de recherche subventionnés menés par des professeurs, mais vous y contribuez comme auxiliaire. Fait que vraiment, les étudiants sont au cœur. Daphné? Oui. Alors, effectivement, là, je suis tout à fait en accord avec ce qu'Heidi disait, là, qu'on fait partie de la communauté, on participe de la recherche, mais aussi de la vie, de la faculté, des programmes. On a la possibilité et on est entendu, en fait. On n'a pas que la possibilité, on a un impact sur les cours qui sont donnés, la lourdeur des programmes, et aussi, moi, je dirais, une autre... donc, au-delà là, de la grande expertise qu'il y a à la faculté aussi, il y a vraiment une variété intéressante de cours, mais aussi dans les modalités d'enseignement. Les cours complètement à distance, commodal ou en présentiel, c'est des avenues qui sont vraiment intéressantes quand il faut concilier le travail, la vie de famille, parce que oui, ça arrive des fois, ou même dans le cadre de nos projets de recherche aussi. Par exemple, moi, quand j'étais à l'extérieur, ben, j'avais quand même la possibilité de suivre certains cours de notre région. Donc, c'est des choses qui facilitent la possibilité de continuer dans nos projets de recherche parce que c'est
c'est beau d'avoir des projets puis d'une curiosité intellectuelle, mais une des grandes forces, selon moi, de la faculté et du corps professoral, c'est ils ont vraiment à cœur de nous aider à concrétiser euh, nos projets, nos recherches et nos ambitions, de les matérialiser, puis nous donner les outils, les trucs, les moyens, que ce soit financiers, mais aussi de leur expertise et toutes les variétés de modalités possibles là, pour faire en sorte qu'on réussisse, en fait. Donc, ils ont à cœur notre réussite et moi, tout au long, ce qui m'a fait continuer avec la faculté, c'est ça, c'est cette possibilité de, oui, je pouvais faire une revue de littérature, avoir une problématique, des questions qui se développent. Maintenant, il faut les concrétiser, puis pour répondre à nos questions, ça prend des conditions spécifiques, matérielles, puis aussi une vision que quand on se forme à la recherche, on n'a pas toujours encore. Moi, c'est ce qui m'a fait continuer auprès de la faculté, toutes ces opportunités-là. C'est cette ouverture aussi je vois qu'il y a une question, mais oui, cette ouverture donc des professeurs à écouter nos questions, aussi à nous rediriger vers certains de leurs collègues. Là, Heidi, elle l'a mentionné, mais en fait, euh, justement, il y a une grande expertise autant au niveau des sujets que des méthodologies. Donc, si moi, je disais à ma directrice, ben, je préférais peut-être une méthodologie plus pré-terrain pendant une longue période de temps, ben, elle me redirigeait vers telle autre personne, va consulter, va demander pour telle expertise. Donc voilà, on a une belle faculté. Merci beaucoup, Daphné. Alors oui, Éléonore, est-ce que vous voulez ouvrir votre micro et poser votre question ou l'indiquer dans la conversation, l'écrire dans la conversation? C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis pasteur Nono Dopkap Eleonore. Je suis camerounaise. Et depuis quelque temps, je suis les activités de l'Université de Laval parce que je suis intéressée par cette université. J'ai programmé suivre l'intervention de Monsieur Jean-Philippe, mais je suis arrivée un peu en retard. Désolée. Bon, je rends grâce à Dieu parce qu'au moins j'ai suivi la fin de votre intervention et je m'en voudrais si je ne posais pas ma question. Comment se passent les cours en ligne? Je souhaite obtenir une inscription pour faire le doctorat en ligne et je veux savoir comment ça se passe. Je n'ai jamais fait cette expérience. J'ai toujours fréquenté en présentiel et ce sera la première fois pour moi d'expérimenter les cours en ligne. Mais cette fois-ci, peut-être si le Seigneur le permet, auprès de l'Université de Laval. Comment ça se passe là-bas et qu'est-ce que je dois apprêter? Que suis-je supposé faire pour préparer ce moment? Merci. Très bien, écoutez, je vous réponds rapidement, essayer d'être le plus synthétique possible. On a déjà eu, je viens de vous replacer, on a déjà eu des échanges courriels, vous et moi. Je suis content de vous entendre de vive voix. Ça me permet de préciser déjà un certain élément important. Hein. La faculté, c'est la faculté de théologie et de sciences religieuses. Donc, il y a deux familles de programmes. Et donc, il y a des programmes en théologie et des programmes en sciences des religions qu'il faut bien distinguer parce qu'ici au Québec, comme dans d'autres pays, à la fois en Amérique et en Europe, les sciences des religions, ce sont les sciences humaines, les sciences sociales qui étudient le phénomène religieux dont on dit à distance d'une foi particulière. Donc, alors que la théologie, hein, c'est l'intelligence, la vieille définition de Saint-Ancien du 12e siècle, c'est l'intelligence de la foi, donc à l'intérieur d'une tradition. Je tiens simplement à le dire, donc, c'est pas tant la posture des individus qui compte, c'est vraiment la posture des individus compte, effectivement, mais c'est pas tant l'identité des individus, qu'on soit engagé ou non dans du religieux, qui fait qu'on fait des sciences des religions, de la théologie, mais bien la posture que l'on adopte, la manière de regarder le phénomène. Et donc, les sciences des religions, pour être très clair, hein, ce sont les sciences humaines et sociales
qui étudie le phénomène religieux d'un point de vue extérieur, si on disait ça simplement. Après ça, les trucs se compliquent, là, il faut faire le cours d'épistémologie. Mais voilà, première chose. Deuxième chose, effectivement, il est possible de suivre des cours à distance. La particularité, vous évoquez, mais là, c'est pas pour le doctorat en sciences des religions, de mémoire, ça serait plutôt pour celui en théologie, mais il n'est pas possible de faire le doctorat complètement à distance à l'Université Laval, dans notre programme à nous. Il est possible de faire certains cours. Et là, il y a d'autres enjeux pour les étudiants internationaux. C'est-à-dire que il y a des questions de permis d'études et il y a aussi des questions d'exonération de frais de scolarité. C'est-à-dire que les étudiants internationaux paient les frais de scolarité comme les étudiants, au même prix que les étudiants québécois, à condition qu'ils soient en territoire canadien, donc qu'ils soient sur place. Donc, d'abord, il y aurait ces considérations-là. Je ne vais pas entrer dans les détails, là, mais il y a ces considérations-là. Sinon, ce sont les frais de scolarité que l'on dit internationaux et qui sont beaucoup plus élevés que les frais locaux. Donc, premier élément. Deuxième élément, peut-être pour répondre à la fois à votre question, Éléonore, et aussi un peu à tout le monde, la manière de suivre des cours à distance. Bien, on est loin des premières éditions de cours à distance que moi, je suis assez vieux pour les avoir connues, c'est-à-dire qu'on recevait par la poste une espèce de recueil de textes papier boudiné avec, dans le meilleur des mondes, des cassettes vidéo, mais moi, j'ai déjà vu des cassettes audio même, là, qu'on écoutait à la maison, où on suivait des séances sur la télé des connaissances dont j'oublie le nom. Bref, on est vraiment ailleurs, hein, puisque, comme l'a évoqué Heidi, les plateformes numériques à l'Université Laval permettent beaucoup plus d'interaction, donc permettent de se connecter en ligne en temps réel. C'est ce qu'on appelle la formation synchrone. Donc, parfois, il y a même des étudiants en classe et des étudiants à distance et par Zoom, comme on fait actuellement. Il y a une rencontre et nos classes sont équipées avec des micros pour pouvoir entendre, pour pouvoir participer à la discussion. Et il y a des cours aussi asynchrones, donc qui ne nécessitent pas une rencontre en temps réel, qui sont plutôt à réaliser à distance, où il y a des différentes activités d'apprentissage, des lectures, mais aussi des capsules audio, des capsules vidéo, des présentations narrées, des films, des analyses, bref, il y a une diversité de modes. Mais tout ça, hein, c'est à travers la plateforme centrale qui est mon portail, qui est centrale pour les étudiants. C'est là que vous faites vos choix de cours, c'est là que vous avez accès à toutes les considérations financières et c'est là aussi que vous avez accès au site de cours, puisque chaque cours possède son site de cours et que le professeur ou la professeure vous présente sa manière de fonctionner tout au long de la session. Alors, pour répondre de manière simple à votre question, à votre premier cours à distance, Éléonore, vous allez avoir accès à mon portail et toute l'information pour le suivre se retrouve sur mon portail. Le plan de cours, les évaluations, les modalités. Et comme l'ont indiqué Daphné et Heidi, les professeurs ici ont la réputation d'être assez accessibles et assez disponibles. Donc, n'hésitez pas à leur écrire si vous avez des questions. Voilà. Et là, selon le cours, je le répète, mais ça peut être asynchrone ou synchrone, donc c'est embêtant pour moi de me prononcer. On a une autre question de Christelle. Pour le doctorat en sciences des religions, le candidat détient une maîtrise en sciences des religions, un diplôme équivalent. Avez-vous des exemples de diplômes équivalents? Oui. D'abord, peut-être un mot sur le processus d'admission. Hein. Les dossiers sont évalués par la direction de programme. Donc, avec la collaboration d'une conseillère à la gestion des études, ici, les dossiers sont évalués en faculté. Donc, lorsque vous faites votre demande d'admission, nous, on reçoit de la part du registraire vos relevés de notes, vos diplômes, votre formation intérieure. Pour certains programmes, on demande un CV, une lettre de présentation, etc. Donc, on reçoit et sur cette base-là qu'on fait l'évaluation de votre dossier. Diplômes équivalents, ce sont des diplômes en sciences humaines et sociales, d'ordinaire, hein, pour le doctorat, dans lesquels il y a eu d'une manière ou d'une autre, hein, on a abordé le phénomène religieux, ou à tout le moins, on a les outils pour aborder le phénomène religieux dans la perspective des sciences des religions. Donc, on accepte, par exemple, au doctorat en sciences des religions, une maîtrise en sociologie, hein, parce qu'on est dans un même grand champ disciplinaire. On accepte aussi en anthropologie, en histoire, qui sont nos disciplines les plus proches, sans doute. Mais je ne vous répondrai pas pour l'ensemble. Vous me dites domaine des arts ou S-arts. Il faudrait voir à la fois votre formation antérieure et donc l'évaluer. Il peut arriver parfois deux possibilités, qu'on vous demande soit une scolarité préparatoire,
donc une scolarité pour le doctorat qui serait de niveau maîtrise ou de niveau premier cycle, selon un certain nombre de crédits, selon votre parcours, et donc qui n'est pas contributoire à votre programme. C'est une possibilité. Une deuxième possibilité, c'est de vous indiquer, bien, considérant qu'on évalue que dans votre parcours, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'acquérir l'une ou l'autre compétence, bien, on va vous indiquer des cours en particulier à suivre et ces cours-là vont être contributoires à votre maîtrise. Mais donc, plutôt que d'avoir des cours au choix où vous y allez selon vos intérêts, il est possible que la direction de programme vous dise, c'est-à-dire moi, en l'occurrence, présentement, vous dise, ben, nous, on vous recommande fortement de suivre ce cours, ou même on vous exige de suivre ce cours parce que, je ne sais pas, sur le plan de la méthode, on pense que ce serait nécessaire pour mettre en place les conditions. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut s'assurer à l'admission qu'il y a les conditions minimales réunies pour vous donner l'occasion de réaliser votre projet de recherche, de réaliser votre maîtrise ou votre doctorat. C'est notre préoccupation. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais voilà, n'hésitez pas à soumettre votre dossier et puis il sera évalué avec beaucoup d'attention ici à la faculté. Puis là, il est déjà 11h03, on avait réservé 30 minutes, mais quand même, on a peut-être le temps, si vous permettez, pour une dernière question. Est-ce que quelqu'un aurait une question, soit en levant la main, en ouvrant le micro ou en l'écrivant dans le chat? Mais si je peux me permettre, Jean-Philippe, la question à Christelle avait une deuxième partie. Là, elle demandait si le doctorat pouvait être fait à distance, entièrement Oui, à distance. Merci beaucoup, Heidi. Pardon, j'ai lu trop vite. Officiellement, non. Officiellement, non, ce serait la bonne réponse. Ça dépend lequel à distance il est question. Est-ce que c'est à distance à l'intérieur du territoire québécois-canadien ou à l'international? Mais sur papier, non. Dans les faits, là, on pourrait faire un scénario de cheminement ensemble et voir ce qui va être exigé comme présence sur le campus selon les cours. Il y a beaucoup, dans le cadre du doctorat en sciences des religions, des activités individualisées, des lectures dirigées, des examens de doctorat qui ne nécessitent pas, donc il n'y a pas de rencontre en classe, de groupe nécessairement, donc qui ne nécessitent pas d'être sur place. Donc, c'est assez facilement aménageable. Bon, vous me dites Québec, c'est assez facilement aménageable. Ensuite, il faut réfléchir ensemble comment faire un doctorat, ce n'est pas juste accumuler des cours, hein, Daphné puis Heidi l'ont bien dit à leur façon, c'est aussi participer à la vie intellectuelle et donc trouver le moyen d'être présent. Ça peut être en participant à des conférences de séminaires à distance, comme ça arrive, mais ça peut être aussi en faisant quelques passages à l'université, rencontrer votre directeur ou votre directrice de recherche, en profiter pour rencontrer des collègues étudiants. Donc, aménager cette présence-là, moi, ça m'apparaît importante dans un parcours académique d'être en contact avec d'autres étudiantes et étudiants, de partager à la fois les grandeurs et les misères, hein, parce qu'il y a des moments d'exaltation dans la recherche, mais il y a des moments aussi parfois qui frôlent un peu le découragement, si on est honnête, ça fait partie du parcours. On est d'autant plus content de diplômer parce qu'on sait qu'on a passé à travers ça. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez ma réponse, hein. Officiellement, sur papier, on ne peut pas vous dire oui, parce que ça nous engagerait à assurer que tous les cours sont toujours accessibles à distance et le processus est plus complexe que ça. Dans les faits, on pourrait s'asseoir ensemble et faire un scénario de cheminement et voir quels cours sont offerts à distance. La très, très grande majorité le sont et ensuite aménager à quel moment donc vous êtes en présence, vous passez sur le campus. Ben oui, avec plaisir. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on pourrait peut-être se laisser pour ceux et celles qui doivent nous quitter. S'il y en a qui ont d'autres questions, je peux demeurer présent, mais n'hésitez pas à nous contacter. Donc, n'hésitez pas à contacter à études@commercial-ftsr.ulaval.ca. De toute façon, si vous allez sur le site web de l'université et sur le site web de la faculté, vous allez trouver nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter également directement. Donc, jean-philippe.perrault@commercial-ftsr.ulaval.ca. Si vous tapez mon nom dans Google, vous allez tomber aussi sur ma page de la faculté. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Si la question est plus technique académique, je pourrais vous transférer à la gestion des études. Et si c'est plus d'avantages sur votre parcours, les perspectives, je pourrais naturellement y répondre avec grand plaisir. On pourra se faire un Zoom. Si vous êtes intéressé aussi par les activités de manière plus globale de la faculté, il y a une infolettre, il y a sur le site web beaucoup d'événements qui sont annoncés. N'hésitez pas à venir nous voir, à y assister. Vous allez voir,
on est plutôt accueillant et dynamique. Vous êtes les bienvenus à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. J'en profite, mais je peux rester quelques minutes, puis peut-être que Daphné et Heidi aussi, mais j'en profite aussi pour remercier Heidi et Daphné de leur présence et de leur rapport à notre rencontre, et aussi Kathleen, qui est responsable des communications à la faculté, qui a assuré l'organisation. Donc, si vous avez d'autres rencontres de prévues, on vous libère. Et si vous avez des questions, ben moi, je demeure disponible encore là, une dizaine de minutes. Merci. S'il y en a qui nous quittent là, parmi ceux qui restent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. S'il y en a qui restent là, c'est Eleonore en fait qui m'a fait penser à ça. Je l'avais mis sur une petite note, puis j'ai oublié de le mentionner, mais une spécificité de l'Université Laval et du programme en sciences des religions, c'est le fait que c'est une faculté conjointe justement avec les programmes de théologie. C'est spécifique à l'Université Laval. Les universités à Montréal, Concordia sont juste en sciences des religions et c'est selon moi une très grande richesse de pouvoir échanger avec, dans les cours conjoints avec les perspectives des théologiens plus croyants. Et puis, présentement, justement, je fais le fameux séminaire de doctorat conjoint et définitivement, arrivé du programme en sciences des religions de l'Université Laval, il y a, je vois la richesse d'avoir été en contact avec des perspectives de théologiens dans la diversité des approches, des opinions, et ça fait vraiment une communauté très riche et aussi ça développe un apport différent avec notre objet, hein, finalement, qui revient aux religions. Donc, spécificité de l'Université Laval, vraiment riche pour moi. Très juste, très juste. Merci, Daphné. Donc, je comprends qu'il n'y a pas d'autres questions. Ben, encore une fois, merci beaucoup. Merci Heidi, merci Daphné, merci Madame Girard, merci Éléonore, merci Madame Berne d'avoir été là. Et puis, ben, au plaisir de se recroiser ou d'échanger. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Bonne suite de journée.